3D Storm, distributeur des produits NewTek et Live Expert, vous présente l'IBC 2015 sur Watch TV. Bonjour à tous, bonjour Fabrice. Bonjour Benjamin. Bienvenue à Amsterdam pour cette édition 2015 de l'IBC. L'IBC, Fabrice, c'est le salon incontournable du broadcast en Europe. Bah oui, il n'y a pas le choix. Là, si on veut vraiment être au courant des produits qui sortent, si on veut savoir ce qui se passe, si on veut aller au top de l'information sur le news broadcast, il n'y a pas le choix, il faut venir là parce que tout est là. Et je vous dis, quand on dit tout est là, honnêtement Benjamin, les halls qui sont derrière nous, ils sont remplis. Et il va falloir avoir des bonnes baskets parce que là, on va pas arrêter de marcher. Voilà. On est là jusqu'au 15 septembre. On a essayé de faire le tour on essaie de faire le tour de tout ce qu'il y a d'important à voir. Toutes les nouveautés, les nouveaux produits. Oui, et puis les surprises, parce qu'il y en a toujours une cachée. Mais alors, ce qui est drôle cette année encore, c'est que les surprises, il faut les chercher quand même. Et les tendances, elles sont palpables. C'est-à-dire qu'on sait comment on va devoir travailler dans les mois qui viennent, mais voire même dans les années qui viennent. Et là, si on veut savoir, si on veut être au top, soit on regarde Watch, c'est une solution. C'est la meilleure solution. Soit il faut venir aussi. Et là, on va voir qu'il y a quand même beaucoup de monde. Voilà, c'est parti donc pour cette émission spéciale IBC 2015 avec toutes les nouveautés majeures du salon. Au programme, Panasonic avec la DVX200, un caméscope 4K à grand capteur avec optique intégrée, la première caméra tourelle 4K du marché et un accessoire très astucieux pour les tourelles. Canon avec un moniteur 30 pouces de référence 4K HDR, de nouvelles optiques 4K et même over 4K taillées pour l'Euro 2016 et les JO de Rio, et puis une caméra qui filme dans le noir en couleur avec une sensibilité de 4 millions d'ISO. Blackmagic avec des nouvelles de l'Ursa Mini 4K dont les premiers exemplaires arrivent enfin cette semaine et quelques fonctions en bonus ajoutées depuis la présentation de la caméra, c'était en avril dernier au NAB de Las Vegas. NewTek avec l'interview de son président Andrew Cross, dithyrambique à propos du nouveau TriCaster qui marche désormais complètement en IP. 3D Storm avec Live CG Election, un nouveau logiciel dédié à l'affichage de statistiques en 3D et en réalité augmentée pour un prix dérisoire, 3000 €. JVC avec sa régie mobile StreamStar qui tient dans une valise. Roland avec sa V1200 HD, une régie vidéo tactile. Sennheiser pour ses nouveaux micros sans fil, la gamme AVX qui ne nécessite aucun réglage pour fonctionner. Mais tout de suite, la première escale de cette spéciale nouveauté ici à l'IBC 2015, un arrêt chez Sony juste après la conférence de presse qui a vu l'annonce principalement d'un nouvel Alpha 7 et de la caméra que toutes les rumeurs annonçaient, la fameuse FS5. Tout à fait, c'est la petite sœur de la FS7. C'est un produit qui s'appelle FS5, qui a la caractéristique d'être basé sur la même forme de châssis que la 7, plus compact en taille. Et comme vous le voyez, c'est un produit qui est dessiné pour être tenu un peu comme un caméscope de poing. Ouais, je fais 2-3 manips là pour vous montrer un petit peu. Donc on a récupéré la poignée de la FS7, qui était un des grands éléments qui plaisait beaucoup aux gens. Alors on peut le faire évidemment tourner en fonction de la position dans laquelle on a. Le viseur est monté directement évidemment sur le châssis. Vous avez un viseur extérieur qui peut être bougé à l'avant, à l'arrière de la caméra. D'accord ? Et le produit est très léger, il pèse à peine 800 grammes. Je parle du corps de la caméra. Hein. Voilà. Donc il enregistre en XAVC long op. Alors la FS7 fait plus évidemment, elle fait du 60p, elle fait du MPEG 250, etc. Elle est capable de prendre du RAW avec l'enregistreur extérieur. Ce produit-là prendra du RAW dans le futur sous forme d'un software update, mais on n'en connaît pas encore très bien les caractéristiques. Ce sera une option payante en son temps, mais on ne connaît pas encore les grandes directions par rapport à ça. Voilà, donc il y a un petit peu moins évidemment de connectivité parce que le châssis est plus petit. Mais c'est un produit qui complémente bien la gamme et toujours pareil, monté sur une monture E. Ça veut dire qu'on peut récupérer des optiques entre une FS7, une FS5, un Alpha 7, 7R ou 7S Mark II. Et donc on a une unité de famille avec des produits qui sont de plus en plus performants en termes de qualité d'image. La FS7 est capable de faire du slow motion sans limite de durée. Ce produit-là peut faire du slow motion à 240 images secondes, mais sur 8 secondes. Donc ça suffit pour la grande majorité des cas, on va dire. Mais voilà, donc un produit très très sympa qui sort au mois de décembre, qui arrivera en version châssis, enfin corps uniquement ou avec optique,
pour un prix d'à peu près 5 900 € environ ou 6 300 avec l'optique. On est devant un nouveau produit qui est lancé par nos collègues du grand public, hein, qui s'appelle l'Alpha 7S Mark II, donc, qui reprend les grandes caractéristiques et ce qui a fait le succès de l'Alpha 7S, c'est-à-dire une sensibilité vraiment énorme, mais il bénéficie également des avancées technologiques qu'on a vu apparaître très récemment à IFA à l'occasion du 7R Mark II, c'est-à-dire la stabilisation multi-axe, hein, qui est une des grandes caractéristiques. La deuxième chose, c'est qu'on a inséré aussi l'enregistrement 4K à l'intérieur du boîtier, une des demandes qui était sur le Alpha 7S. Dans le 7S, on y avait accès par la sortie HDMI, ce qui est obligé de mettre un enregistreur extérieur. Là, on pourra le faire à l'intérieur même du châssis. Et enfin, la possibilité d'avoir de l'enregistrement en S-Log 3. Donc, ce qui permettrait éventuellement aux gens de se prêter au jeu du HDR. Voilà. Alors, avec une certaine peut-être petite réserve, c'est que l'enregistrement reste en 4.2.0. Donc on ne peut pas peut-être pousser le HDR jusqu'à son extrême, mais au moins l'appareil le permettra de commencer à flirter. Et encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à la FS5. On est sur une monture E, donc les optiques là-dessus, sur la FS7, sur la FS5 sont totalement compatibles. Et puis il y a toutes les myriades d'adaptateurs qui existent pour monter des montures A, montures Canon, montures Nikon, etc. qui font le grand succès de la famille Alpha 7 en général. Parce que ce sont des produits qui sont très performants, très compacts et puis très versatiles à l'utilisation. Voilà. La particularité effectivement sur le stand, c'est qu'on lance toute une gamme de nouvelles optiques. Donc on a un grand angle qui est le CJ12 par 4.3. Donc sur cette optique-là, ce qui a été assez marquant, c'est le fait de réussir à garder cette focale de départ de 4.3. Ce qu'on avait déjà en haute définition traditionnelle. Là, on a gardé la même focale de départ. On est obligé de faire un petit compromis sur le ratio de zoom puisqu'on est descendu de 14 à 12 pour une question de poids. Mais ça donne quand même énormément de latitude aux prestataires. Et à côté de ça, parce que bon, les grands événements sportifs de 2016, en 2016, on va vraiment se focaliser essentiellement sur du sport. On avait besoin de grosses optiques. Nos partenaires avaient besoin de grosses optiques. Par grosse optique, j'entends vraiment des optiques qui sont carénées, des optiques sport. Et là, on se retrouve avec donc deux grosses optiques qui sont donc, le 90 par 9 et le 86 par 9.3. Donc la particularité de ces deux optiques, c'est que le 90 par 9 correspond au 4K. Le 86 par 9.3 est ce qu'on appelle une optique over 4K. Donc c'est une optique qui est prête pour le 4K et même pour l'avenir. On ne s'arrêtera pas là. Pourquoi? Tout bonnement parce que nos clients, quand ils investissent sur ce genre de produit, contrairement à pas mal de caméras, une caméra ça s'amortit en gros sur 3 ans, une optique ça fait minimum 10 ans. En plus on parle là de montants qui sont relativement considérables, donc quand ils font cet investissement, il faut qu'ils soient vraiment périns dans le temps. C'est quoi le prix Alors le prix d'une optique comme celle-là, bon les prix sont encore en discussion, mais sur une optique comme le 86, on dépasse les 200 000 €. Le HDR, en fait, c'est le High Dynamic Range. Ça va vous permettre d'avoir une image qui est beaucoup plus proche de ce que vous pouvez percevoir à l'œil nu. En fait, l'exemple que je prends assez souvent, c'est l'exemple du bureau avec une fenêtre qui donne sur l'extérieur. Avec une caméra, quand vous rentrez dans ce genre de pièce, vous faites un choix. Soit vous voulez mettre en avant ce qui se trouve dans le bureau et par la fenêtre, enfin tout ce qui sera dehors et que vous, à l'œil nu, vous voyez par la fenêtre, disparaîtra complètement parce que ça sera brûlé. Soit autrement, vous choisissez de vous focaliser sur l'extérieur et en fait vous ne voyez plus ce qu'il y a dans le bureau. Avec le High Dynamic Range, vous voyez tout. Vous voyez les deux. Ça permet d'obtenir ce genre d'image, des images qui sont extrêmement contrastes, qui ont une dynamique intra-image impressionnante. Et donc là, ce moniteur qui a un 30 pouces de référence HDR va jusqu'à 2000 candela. 2000 candela, ça correspond parfaitement à la norme HDR. Et ça sera le type de moniteur qu'il faudra aux chaînes de télévision et aux prestataires et aux sociétés de post-production pour pouvoir contrôler la qualité des images HDR. Alors c'est un produit qui bien sûr arrivera. Pour l'instant, effectivement, on ne le commercialise pas. Mais oui, on a envie de le commercialiser très vite. Il n'y a pas que nous, tous nos clients aussi. Et puis donc sur cette édition de l'IBC 2015, c'est aussi l'occasion pour nous de lancer cette caméra, de se présenter cette magnifique caméra qui porte un nom un peu compliqué parce qu'il s'agit de la ME20 FSH qui a un côté magique puisqu'elle va vous permettre de filmer dans le noir.
Certains vous diront oui, mais ça on peut déjà filmer dans le noir. Mais là la différence c'est qu'on ne va pas filmer en noir et blanc, on va filmer en couleur et on va aller jusqu'à une sensibilité qui fait 4 millions d'ISO. Donc du jamais vu jusqu'à présent. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à différentes applications telles que le militaire, la défense, mais aussi le documentaire, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Là on va très loin, c'est-à-dire bon, la vidéo passe derrière, tout ce qui nous échappe, là est mis en avant. L'autre particularité sur cette caméra, c'est que du coup, ça va vous permettre de capter les aurores boréales, les étoiles, le ciel, la lune, sont des sources de lumière, même des fois un peu trop importantes par rapport à cette caméra. Donc on a aussi des filtres sur cette caméra, des filtres nœuds sur cette caméra. Ça peut paraître bizarre, mais oui, on est capable de filmer à 4 millions d'ISO et quand même de mettre des filtres. La DVX200, la toute nouvelle caméra Panasonic 4K, optique intégrée. C'est une particularité, c'est réellement aujourd'hui le seul produit sur ce marché-là. Le gros avantage évidemment d'un caméscope 4K avec optique intégrée, et j'ai oublié de préciser, mais c'est terriblement important, un grand capteur, c'est justement de pouvoir simplement le sortir du sac, l'allumer et on est prêt à filmer. On n'a pas besoin de changer d'optique. Là, on a déjà quelque chose de tout à fait suffisant. C'est un zoom optique 13 fois, très lumineux, très agréable à utiliser. 3 bagues évidemment, puisque de toute façon on se parle d'un caméscope professionnel. La possibilité d'enregistrer en Vlog, ce fameux format que maintenant on utilise également sur les Varicam, caméras de cinéma, sur, pour ceux qui connaissent, le GH4. Voilà, la possibilité finalement d'avoir un écosystème connu de tout le monde, facile d'accès, utilisation de cartes SD, évidemment plutôt rapide, puisqu'on se parle de 4K, il faut quand même un certain débit, mais quelque chose de très performant et de très efficace. Connectique, finalement, on a absolument tout. On a SDI, on a, j'en ai parlé, les cartes SD, on a de l'USB, que ce soit en device ou en host, et on a évidemment le HDMI avec lequel on va pouvoir sortir pour brancher directement sur un enregistreur externe, par exemple. Donc le prix, on va se situer aux alentours de 4 700 €, voire en dessous, mais les gens sont libres de fixer le prix qu'ils veulent. Une grande première, la première caméra tourelle 4K du marché, véritable 4K, toujours avec un design compact, toujours avec la même simplicité d'utilisation que sur les versions que les gens ont l'habitude, avec lesquelles les gens ont l'habitude de travailler. Quelque chose d'assez étonnant, sans compromis, y compris en termes de luminosité. On va véritablement avoir un produit simple d'utilisation, ultra performant, PoE+, donc très facile à installer, mais 4K. Qui dit 4K dit également très bonne caméra tourelle HD. Évidemment, aujourd'hui, le marché français n'est pas nécessairement prêt pour de la diffusion en 4K, mais en revanche, on va quand même avoir quelque chose de particulièrement efficace en HD. On peut évidemment donc cropper dans l'image. Objectif avec un zoom optique 20 fois, véritable zoom optique 20 fois, qui va permettre, là ici on est sur un salon, on est évidemment entouré de murs avec des plafonds, etc. En zoomant, on peut même obtenir la texture précisément des murs, les murs en béton qu'il y a tout autour de nous. C'est assez bluffant. C'est une petite merveille, c'est tout nouveau, ça arrive là dans les semaines à venir. Le petit accessoire qu'on voit ici, juste à la base de la caméra, le HEA10, a la particularité en fait d'intégrer une optique. Le but de cette optique n'est absolument pas de diffuser l'image à l'antenne, simplement d'avoir un retour très grand angle pour pouvoir ensuite piloter de façon tactile sur une tablette comme on le voit ici, la caméra tourelle à proprement parler. Donc là, sur la tablette, j'ai deux parties, une partie inférieure avec le retour grand angle et une partie supérieure avec l'image telle qu'elle va être diffusée. C'est très simple, je clique et la caméra se déplace. Voilà, c'est très rapide, c'est très facile. Ça c'est idéal pour les... nous sommes sur un salon, il y a du bruit. C'est idéal pour les situations où finalement il y a assez peu de monde pour opérer les caméras. On va prendre l'exemple d'un cours magistral à l'université, on peut prendre l'exemple d'une conférence quelconque, une seule personne pour piloter la caméra, aucun besoin de connaissances techniques, tout ça est parfaitement fluide, ça se passe en Wi-Fi, une tablette, et on a l'image exactement comme on veut. Bien sûr, on peut zoomer, on peut dézoomer, faire beaucoup de choses. Tout ça dans un vrai souci d'ergonomie. A lot of people are asking the question, where's my Ursa Mini? And you know, we announced it obviously at NAB earlier on in the year, and you know, we hope to get this out before IBC time. But there was some good reasons as to why we delayed slightly until September.
So the first bit of good news is that we're actually starting to ship now the 4K version. So next week we're going to hopefully start ramping up on the release of those, and people will start to get those in their hands. But what they'll be receiving is something that's actually better than what they first saw at NAB. I've actually got one here, and I'm going to show you a couple of things that have changed about the camera since we last spoke. The first thing is that on the back of the Ursa Mini, we actually have 3 SDI inputs. The middle SDI input we have on there is actually an SDI in. So if you're actually feeding the ATEM switcher to the camera, you can actually deliver a program output into the Ursa Mini. So in a studio environment, you are able to actually get the video coming into the camera. If I turn the camera around to the other side, what you'll see is that the program button on the inside allows you to accept that feed, and that will basically bring up for you what you're seeing on the program output of that switcher. So we're trying to evolve the camera to operate more in a studio environment, make it a little bit more flexible when working in other environments other than just the typical way of capturing video. As I turn the camera around, one of the other things that you'll see which is new to the camera is we now have a lens control port. Now this is for B4 lens mount. So anybody who's using typical B4 lenses will be able to actually connect that B4 lens power output to the power of the camera, which now means that you can actually control the functionality of a B4 lens and power it through the Ursa Mini. The B4 lens mount is available as a separate device which connects in place of where the Ursa PL's mount goes. So there are 6 screws on the front of the Ursa PL. They unscrew and allow you to remove the PL turret and replace that with a B4 turret. And the great thing is about that is that not only does it just change the connectivity, but it also actually has some optics in there as well, which means that when you're working in a HD environment, you're not going to get any camera aberration around the side of the sensor. So the image will be a true image. Cette année, à IBC, ce que nous on montre, c'est la nouvelle version de TriCaster. Mais ce qui est vraiment intéressant avec ce qu'on montre, c'est que le TriCaster marche en fait complètement en IP maintenant. Donc, pour t'expliquer, si j'ai un TriCaster ici, ça a 4 entrées ou 8 entrées, et je le mets sur le réseau. Imagine maintenant que j'ai un deuxième TriCaster, que j'ai encore 4 entrées. Ce TriCaster peut voir toutes les entrées de celui-là, toutes les sorties de celui-là peut voir toutes les entrées de l'autre. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que tu mets une source vidéo sur l'Internet ou sur le réseau IP, et maintenant n'importe quel autre système sur le même réseau peut voir et marcher avec cette source vidéo. Donc, ce n'est pas que les TriCaster qui font ça, parce que nous, on a travaillé avec les gens chez VizRT, chez Chiron, chez Compix, chez Brainstorm, on fait plein de vendeurs. On est venus ensemble et on a fait tout marcher ensemble. Donc, tu peux être là sur le réseau, tu peux voir les entrées d'un autre TriCaster, tu peux voir les graphiques de Brainstorm ou les graphiques de VizRT, tu peux voir les sources qui viennent de TalkShow ou de Skype, tu peux tout voir, tu peux utiliser n'importe comme tu veux dans sa production. Donc c'est vraiment un grand changement parce qu'en fait il y a même 5 ans, il fallait tout faire ça avec des câbles SDI, il faut tout brancher ensemble, c'est tout très compliqué. Mais maintenant, tu mets sur un réseau, c'est un réseau complètement normal, c'est un 1 giga, tu n'as même pas besoin de 10 gigas, tu peux tout faire ça. Donc en fait, si tu veux avoir le TriCaster sur notre stand, ça a tous les entrées, mais ce que tu ne te rends même pas peut-être compte, c'est que tout entre en IP. Et c'est vraiment incroyable à voir, ça va tout changer. Et si tu penses même à un studio normal, normalement tu as besoin de mettre le mélangeur jusqu'à côté des caméras. Et la seule raison de faire ça, parce qu'il faut la place pour mettre les câbles. Tout ça, c'est même plus comme ça. Tu peux avoir le mélangeur dans une autre chambre. Tu peux avoir une carte Aja ou de Blackmagic dans un autre bureau dans le bâtiment. Tu peux voir la sortie. Tout marche ensemble. Tu mets un source sur le réseau et puis tu le vois partout. C'est une vraie révolution pour vous? Oui, c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment évident que c'est comme ça que ça va tout devenir. Tu viens à IBC dans 10 ans, ça sera un show qui est complètement IP. C'est évident que ça, c'est le futur et je suis vraiment fier que nous, on soit là avec vraiment le premier produit qui fait ça vraiment de façon bien. Et on l'a fait d'une façon qu'on travaille avec plein d'autres. On a ouvert tous les protocoles en standard, comme ça, n'importe qui peut utiliser ça. On veut vraiment changer l'industrie avec ce qu'on fait.
Nous avons pas mal de nouveautés cette année à IBC. On a un peu mis les bouchées doubles. Nous avons la nouvelle gamme Live Media Server. Ce sont deux serveurs de médias, tout intégrés, multicanaux, multicodec, très souple à utiliser pour créer des playlists, enregistrer en multicodec, rediffuser pendant qu'on enregistre par exemple. Voilà, alors c'est aussi une nouveauté en effet. Live CG Élection, c'est un produit, le premier produit que je cherchais depuis des années, qui permet de traiter en temps réel les résultats de n'importe quelle élection et de pouvoir afficher, diffuser en temps réel des graphes 3D, des camemberts pour les soirées d'élection sans se prendre la tête, sans avoir besoin d'heures et d'heures de formation et de pouvoir simplement exploiter les résultats qui arrivent au dernier moment et de les transformer en graphiques magnifiques en 3D. À partir d'une simple feuille Excel, ça permet de traiter tout type de données, ça peut être les résultats d'une entreprise, ça peut être lors d'une convention, un vote à main levée dans une salle de conférence. Ça n'est pas uniquement dédié aux élections. On l'appelle Live CG Élection parce que c'est l'accroche et tout le monde pense immédiatement en effet aux graphes et aux graphiques animés dont on a besoin. Il y a une fonction de réalité augmentée aussi? Alors voilà, quand on l'associe à un TriCaster, et notamment avec le tout nouveau module TriCaster Advanced Edition, on va pouvoir directement envoyer les graphiques animés en 3D dans un décor virtuel TriCaster. Et cette couche graphique sera en fait une couche de réalité augmentée et fera complètement à part entière du décor, permettant de zoomer dans la scène tout en gardant la proportionnalité entre les graphiques et le reste du décor. Entre Live CG Élection et TriCaster, on arrive à un coût de production pour ce genre d'effet qui est totalement extraordinaire. C'est quoi le prix de Live CG Élection? Live CG Élection, on est sur un logiciel que l'on propose à 3 000 €. Associé à un TriCaster Mini, vous voyez, c'est presque insolent. Cette valise, en fait, c'est une régie mobile. Donc, avec cette solution StreamStar, vous pouvez donc connecter 4 caméras plus une, faire de la production live avec des effets de cut, générer des logos, insérer des logos, faire du ralenti, faire du replay, streamer, encoder, envoyer sur le net. Voilà, donc c'est une régie mobile avec gestion des intercoms et des tolus de caméra. L'offre en fait commerciale StreamStar JVC, c'est donc le logiciel StreamStar donc le logiciel plus des cartes HDMI ou HDSDI ou les solutions complètes embarquées telles que vous la voyez là avec deux versions, une version 720p et 1080p. Donc les tarifs pour le logiciel, on va partir pour le logiciel seul 950 € jusqu'à la version haute de la valise à 13 950. Le voilà, la V1200 HD et sa commande à distance, en fait, le V1200 HDR, équipé de 2 écrans tactiles qui me permet en fait de configurer l'ensemble. Le rack à côté qui est équipé d'un double moteur, alors du 2ME, je pense, c'est ça le mot en français. Sur le côté en fait vidéo, le premier moteur 422 en fait permet un accès de jusque 10 entrées en SDI, 6 sorties en SDI et 2 en HDMI. En 444, le moteur vous donne 2 sorties en HDMI et 2 entrées multiformat en HDMI. À côté de ça, et là c'est typiquement pour Roland évidemment, on aime combiner l'audio et la vidéo, puisque ce mélangeur aussi va mélanger l'audio. Hein. On peut introduire des cartes supplémentaires ici sur ce point, ces 2 slots-là. Et en carte, il y a beaucoup de choses. Il y a des cartes vidéo, alors si vous voulez avoir plus d'entrées et sorties en SDI, vous pouvez en DVI ou soit en SFP, en optique si vous voulez, mais aussi si du côté audio vous voulez utiliser des plugins de Waves par exemple, vous pouvez introduire une carte Wave Sound Grid ou si vous voulez envoyer l'audio sur un réseau Dante par exemple, vous pouvez mettre une carte Dante et de cette manière en fait mélanger plein de formats dans la V1200. Une autre fonction de la V1200 HD, c'est qu'elle permet de
commander des caméras à distance. Il y a une fonction remote camera qui me permet de contrôler des caméras PTZ jusqu'à 7 avec des mémoires. Vous voyez un joystick pour le contrôle et en fait une assignation ou une attaque par des boutons en fait pré-réglables par la fonction utilisateur où je peux avoir n'importe quelle fonction ou l'attribuer sur un des boutons ici. En fait, avec notre nouvelle gamme sans fil numérique AVX, on donne la possibilité à tous les utilisateurs spécialisés plutôt dans la vidéo qui ont besoin malgré tout d'avoir une liaison sans fil audio, de l'utiliser sans se poser aucune question. On l'allume et ça fonctionne immédiatement. Alors comment ça se présente en fait? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à un récepteur ou un émetteur HF habituel? Mais en fait, on a déjà la taille du récepteur qui est très petite, qui est livrée absolument avec tous ses accessoires, avec une technologie donc de transmission numérique dans la bande des 1,9 GHz, qui est absolument disponible pour l'utilisation du micro, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de difficultés à trouver des fréquences disponibles. Et ici, le système permet de changer de fréquence automatiquement sans que l'utilisateur n'ait à s'en préoccuper. En fait, le système scanne en permanence la plage de fréquences et va déceler la meilleure fréquence pour l'utiliser. Et cela toutes les 10 millisecondes à peu près. Il peut changer de fréquence toutes les 10 millisecondes. Et nous avons réussi, Fabrice, à mettre la main sur Stéphane Faudeux de MediaQuest. Salut Stéphane. Salut Benjamin. Alors, depuis 3 jours qu'on est ici, on t'a aperçu une fois un rendez-vous très sérieux, attention. C'est vrai. Mais sinon, je crois qu'on a chacun vécu notre vie de manière extrêmement intense. C'est un peu l'heure du bilan sur les grosses nouveautés de cette IBC 2015. D'abord, globalement, qu'est-ce qui t'a le plus marqué ici cette semaine? Le beau temps. Il a fait beau 2 jours, c'est vrai. Il a fait beau en Hollande, c'est bien, c'est quand même déjà un truc très très important. Il n'y a pas de lancement, il n'y a pas la killer application, c'est des choses qui sont assez pragmatiques. Hein. On le voit, le visiteur est aussi assez pragmatique. Ça veut dire quoi? Il est en costume et cravate. Quoi. Il est en costume, nous, il est en suite. Ouais, c'est ça. On est un peu Jones, nous, ici. Ouais. C'est vrai, vous êtes des jeunes, moi je suis vieux. C'est mon 20e IBC. Donc non, il y a des confirmations, il y a des tendances. Les tendances, si on doit retenir des choses, c'est le 4K qui est vraiment sur les rampes de lancement, il y a beaucoup de chaînes qui s'y intéressent, des premiers canaux qui sont lancés. Le HDR aussi qui est une amélioration visuelle pour le 4K. Et puis l'IP, dont on a déjà aussi pas mal parlé, mais qui se profile avec des tendances un petit peu différentes selon les constructeurs. Il y aura quand même encore pas mal de temps avant de tout standardiser. Donc voilà, c'est un peu je dirais les 3 mots à retenir du salon. Fabrice, on a évidemment beaucoup suivi l'actu matériel. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi, ici, du côté des constructeurs et des caméras notamment? Ce qu'on disait, c'est une harmonisation en fait, déjà de la 4K. C'est que maintenant, ça y est, la 4K, on n'en parle plus. C'est obligatoire d'en faire. Mais il y avait une surprise, c'est que certains disent, nous, on va vous laisser jouer avec la 4K, parce qu'après tout, démarrer, comme on ne peut pas diffuser, on continue, on va attendre que ça marche bien chez vous et nous on continue en Full HD. NewTek n'est pas pressé de faire de la 4K dans son mélangeur, Data Video non plus, et beaucoup d'acteurs entre guillemets de deuxième rang, c'est pas les broadcasters, les gros, vous savez, ceux qui ont les très grosses caméras, ceux qui ont les très grosses régies, eux ils sont forcément en 4K. Il n'y a pas le choix. On parle déjà de 8K très vite à venir. Après, moi ce qui m'a surtout intéressé, c'est effectivement, on va pouvoir commencer à jouer avec des briques vraiment un peu partout. C'est-à-dire que fini le temps où on ne pensait qu'à une seule marque, du début à la fin. On va commencer à pouvoir jouer sur, je prends cette caméra parce qu'elle me plaît, je prends ce mélangeur parce qu'il me plaît et je vais commencer à jouer avec. Là, ça commence à devenir intéressant de ma partie à moi, c'est-à-dire je ne suis pas un gros broadcaster avec un gros budget. Mais pour les petits budgets, les petites productions, ça devient vraiment funny, comme on dit. Merci beaucoup Stéphane. Merci à vous. On te retrouve de retour en France très vite. Salut Fabrice. Salut Benjamin. Et nous on vous dit à très bientôt. Première diffusion de Broadcast Time. C'est tous les mercredis à 20h sur Watch TV. Salut à tous.
3D Storm, distributeur des produits NewTek et Live Expert, vous a présenté l'IBC 2015 sur Watch TV.